Évidemment, Israël attaqué par l'Iran cette nuit, suite de notre édition spéciale, je vous le disais, et un grand témoin ce dimanche pour nous accompagner, Bernard-Henri Lévy. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. La tension montée depuis plusieurs jours. Votre dernier ouvrage, Solitude d'Israël, aux éditions Grasset. À mes côtés pour vous interroger ce dimanche, Ruth Elkrief, bonjour. Bonjour. Et Grégory Phillips, bonjour. Un nouveau rédacteur en chef international de LCI, ravi de vous avoir à mes côtés. Israël, donc attaqué par l'Iran cette nuit, qui a tiré dans la nuit plus de 300 projectiles vers l'État hébreu. Selon l'armée israélienne, plus de 200 drones, des missiles de croisière et plus de 120 missiles balistiques. Ma première question, Bernard-Henri Lévy. On évoquait, je le disais, ces menaces iraniennes depuis plusieurs jours maintenant. Certains spécialistes disaient que peut-être Israël jouait, entre guillemets, à se faire peur. Est-ce que vous, quand vous avez vu les alertes tomber hier soir, vous avez été surpris ? Joue à se faire peur, c'est même indécent d'avoir raisonné ainsi. Ce qui s'est passé cette nuit est immense, sans précédent. Il faut imaginer, je ne sais pas, notre pays attaqué sur l'ensemble de son territoire, des centaines de drones, des centaines de missiles, la terreur dans laquelle ont vécu toute la nuit les habitants d'Israël, tous les citoyens d'Israël, ces drones dont on disait qu'ils allaient arriver dans l'espace aérien israélien à telle heure. Vous imaginez l'état dans lequel ont été les enfants, les femmes, les hommes. Population déjà traumatisée, évidemment, et on reparlera. Population traumatisée par 7 octobre, retraumatisée par cette invasion aérienne. Cette fois-ci, c'est un événement considérable. Ruth. On se disait quand même que rationnellement, l'Iran, qui par ses proxys, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas, était déjà d'une certaine façon efficace, hélas, mais en tout cas agissait, n'avait pas intérêt à se dévoiler clairement. Donc, que s'est-il passé dans l'esprit des mollahs, à votre avis ? Mais vous savez, les dictateurs ne sont pas toujours rationnels, ou en tout cas, ils ont une rationalité à eux. N'oubliez pas tout de même qu'on parle d'un pays, l'Iran, dont un président, il y a quelques années, disait, le président Ahmadinejad, qu'il envisageait de faire élargir les avenues de Téhéran pour permettre le retour de l'atterrissage de l'imam caché. Le retour de l'imam caché, qui est une croyance chiite. En prévision de son retour, il voulait faire élargir les avenues de Téhéran. On parle d'un régime quand même tout à fait spécial. C'est pas des clausewitziens. Ils raisonnent pas en termes de polémologie comme nous ou comme des acteurs totalement rationnels. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans leur esprit ? Je crois. En plus, ils sont isolés. N'oubliez pas que les ayatollahs au pouvoir sont isolés dans leur propre pays. Sont détestés par leur opposition et par les femmes et par les combattants de la liberté. Haïs par la moitié de leur pays, c'est-à-dire les femmes, contestés par une opposition nombreuse. On a vu tous ces jours derniers, d'ailleurs, des graffitis sur les murs de Téhéran qui étaient des graffitis insultants ou moqueurs à leur endroit. Donc, ils sont probablement très isolés dans leur bunker de décision. Ils doivent avoir une appréhension relativement peu faussée de la réalité. Donc voilà. Mais en tout cas, le fait, c'est pas ce qui s'est passé dans leur tête, c'est ce qui s'est passé en Israël, c'est-à-dire ce pays brusquement traversé par un des vols de drones et de missiles. Et les images sont impressionnantes. L'armée israélienne qui affirme avoir déjoué l'attaque aérienne sans précédent, 99% des tirs. On va se rendre sur place à Tel Aviv, rejoindre notre envoyé spécial Claire Cambier avec Gabriel Aurillon. Vous étiez sur place, évidemment. Claire, comment avez-vous vécu cette nuit et quelle est l'impression de la population sur place quand vous avez discuté avec les habitants ce matin ? On a senti la pression monter au fur et à mesure de la soirée. On a appris vers 22h que des drones avaient été lancés depuis l'Iran, mais qu'ils allaient mettre plusieurs heures à arriver sur le territoire israélien. On a donc suivi, comme tous les habitants, sur les réseaux sociaux, l'évolution de la situation. Et puis, il y a eu ces deux salves, une vers 1h40, l'autre vers 4h. Je vous avoue qu'on a très peu dormi. Alors ici, à Tel Aviv, il n'y a pas eu d'alerte. On a pu voir cependant des explosions
explosions au loin. On a beaucoup entendu des avions militaires nous survoler, et des alertes. Il y en a eu dans beaucoup d'endroits dans le pays, du nord au sud, en passant par le désert du Negev et même en Cisjordanie. Il y a une application qui existe ici qui nous permet d'être alertés, d'être notifiés en cas d'alerte. Mon portable n'a pas arrêté de sonner. C'était vraiment toutes les secondes, d'1h40 à 2h du matin en continu. Attaque donc massive, assez inhabituelle, même si évidemment ici les Israéliens connaissent les frappes et savent comment réagir. Ce qui est étonnant, on en parlait aujourd'hui, vous le voyez de toute façon sur ces images aussi de Gabriel Orion, c'est que la vie continue. Une habitante nous disait, bien c'est ça aussi la force des Israéliens, c'est qu'après une nuit de terreur, on retourne dans notre quotidien. Claire Cambier, Gabriel Orion, merci beaucoup de ces témoignages. On évoquait le traumatisme du 7 octobre. Grégory Philippe, sur le sujet. Oui, c'était il y a un peu plus de 6 mois et vous étiez en Israël, nous y étions ensemble à ce moment-là et on a découvert un pays totalement dévasté par la violence de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre. Il y a maintenant cette attaque de l'Iran avec ses 300 drones et missiles lancés sur le pays. Est-ce que vous pensez qu'on est au début de quelque chose ou est-ce que ces 2 salves de missiles et de roquettes, on va s'arrêter là pour l'instant et la tension va redescendre un tout petit peu? D'abord, je crois que vous parliez du traumatisme du 7 octobre, qu'en effet nous avons vécu, vous et moi, ensemble, puisque nous étions le 10 octobre à Kfar Aza. Pour moi, c'est un traumatisme de même nature. C'est un traumatisme jumeau qu'Israël a subi cette nuit. Le 7 octobre, c'était une invasion du pays par la terre. Hier soir, cette nuit, c'est une invasion par le ciel. C'est ce vol de corbeaux mortifères, dotés d'instruments, d'engins de mort, qui a menacé tout le pays. Même ce qui est saisissant, pardonnez-moi, dans le témoignage de notre envoyé spécial, c'est que vraisemblablement la vie reprend à Tel Aviv. C'est qu'il y a des grands peuples. Il y a des grands peuples, ça existe, et le peuple israélien est un grand peuple. Ça veut dire qu'il a du sang-froid, de la sagesse, de la résilience. C'est un peuple de résistants. Voilà. On sait, nous, en France, ce que ça veut dire, résister. Les Israéliens le savent peut-être encore un peu mieux que nous. Donc voilà, bien sûr. Et puis le deuxième miracle, et ça c'est un miracle profane et technologique, c'est que tous ces drones et tous ces missiles, à l'exception d'un qui a frappé une petite fille dans le sud du pays, ont été arrêtés. Ça, c'est extraordinaire. 99%, ils ont été arrêtés. L'objectif des Iraniens, leur objectif tactique, était de saturer, parce que nous le savons ça, ils pensaient que ces 300 drones et ces missiles étaient lancés en nombre suffisant pour saturer les systèmes de défense israéliens, pour empêcher de fonctionner les patriotes. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Le système de défense a fonctionné. Alors, est-ce que je pense qu'on est à la fin de quelque chose ou au début de quelque chose? Si vous voulez mon avis, on est au début de quelque chose. Hier soir, cette nuit, il y aura un avant et il y aura un après. C'est pas un épisode parmi d'autres. J'ai entendu les Iraniens, tout de même, quelle folie, quel culot et quel détachement des réalités il faut pour dire cela. Dire hier, voilà, on a répliqué. L'affaire est close. L'affaire est close. Écoutez, vous envahissez un pays par le ciel. Vous prenez toute une population sous la terreur et en otage. Et puis vous dites c'est terminé. Non, c'est évidemment pas terminé. Alors se pose justement la question de la riposte. Quelle riposte route sur ce sujet? Non, mais voilà, c'est vrai qu'on sait que le président Biden a demandé à Benjamin Netanyahou de la retenue. Est-ce que Israël peut se passer de cette solidarité internationale qui s'est manifestée de façon très claire dans la nuit, parce que ce sont des armées américaines, jordaniennes, saoudiennes, françaises, britanniques qui sont partis au secours d'Israël, qui a d'ailleurs remercié de façon claire tous ses alliés. La riposte peut-elle enclencher, de la même façon que c'est le titre de votre livre, un renouveau de la solitude d'Israël? J'espère que non, parce qu'en effet, cette solitude que je déplorais, elle a été brisée cette nuit. La fameuse coalition internationale qu'Emmanuel Macron avait proposée au lendemain du 7 octobre, elle a pris forme cette nuit.
Et en effet, ça faisait chaud au cœur de voir les avions de la Royal Air Force qui décollaient. Ça faisait chaud au cœur de savoir que les frégates françaises ou des appareils français s'opposer aux Houthis et à leurs missiles. Et ça faisait chaud au cœur de voir le président Biden aux côtés d'Israël de manière inébranlable. Bien, ça, la coalition, elle s'est constituée. Après, la retenue. Bien sûr qu'Israël va réagir avec retenue. Retenue, ça veut dire quoi ? Ici, Israël va riposter en prenant garde, évidemment, à éviter les victimes civiles. Israël va riposter avec un esprit de responsabilité. Mais je n'imagine pas qu'Israël puisse raisonner autrement que de la manière suivante, tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Et tout faire pour que la prochaine fois, les missiles qui seront lancés ne seront pas équipés d'armes nucléaires. Aujourd'hui, c'est ça la question qui se pose à Israël. La menace existentielle, en effet. Cette nuit, ce qui s'est passé, je ne sais pas dans quel esprit les Iraniens l'ont lancé, mais c'est une répétition de ce qu'un certain nombre d'observateurs et de stratèges prévoient depuis longtemps, à savoir la même chose, mais avec des têtes nucléaires, et dans très peu de temps, puisque nous savons, les gens de l'Agence de l'énergie atomique, de l'AEIA, les observateurs savent tous que l'Iran est au seuil du nucléaire. L'Iran est à minuit moins 5 de se doter d'armes atomiques. Voilà, l'enrichissement d'uranium est je crois 25 fois plus haut que le seuil autorisé. Les inspecteurs sont interdits d'inspection depuis... Mais sur la riposte israélienne, là, elle-même, Grégory Phillips, on a tous vu que les alliés occidentaux appellent finalement à retenir la main de Benyamin Netanyahou dans les réactions. Oui, parce que si riposte il y a, et vous semblez dire qu'il y aura une riposte sous une forme ou une autre. Il y a aussi un risque, enfin c'est même pas d'escalade, c'est-à-dire que si Israël décide d'aller frapper par exemple les sites nucléaires en Iran, ça signifierait sans doute l'implication des Américains derrière avec des avions ravitailleurs, etc. On serait sur un épisode d'une autre échelle. Et je ne veux pas employer de mots particulièrement catastrophique, mais on serait vraiment dans quelque chose de majeur. Est-ce que vous redoutez qu'on aille vers un conflit généralisé entre les deux grandes puissances de la région, qui plus est, deux puissances qui sont soit nucléaires, soit sur le point de le devenir ? Bien sûr que je redoute un embrasement, un élargissement de la guerre, et que je suis comme tout le monde, je souhaite que cette guerre, et à Gaza, et désormais en Israël et en Iran, s'arrête le plus tôt possible. Bien sûr, mais escalade, ça veut dire quoi ? L'escalade, elle a eu lieu cette nuit. L'escalade, elle aura lieu dans 6 mois si l'Iran se sent enhardi par la mollesse de la réaction israélienne et par la mollesse de l'alliance occidentale avec Israël. Malheureusement, il y a des lois il y a des lois de l'histoire. Je ne vois pas comment Israël, franchement, pour la paix, pour faire en sorte que le cauchemar de la guerre s'arrête vite, je ne vois pas comment Israël peut éviter de riposter à ce qui s'est passé cette nuit. Qu'est-ce que la France, qu'est-ce que les pays occidentaux, qu'est-ce que cette coalition internationale qui a vu le jour peut faire aujourd'hui, justement dans ce cadre-là? Est-ce qu'elle doit soutenir sans discuter? Est-ce qu'elle doit, au contraire, insister pour modérer cette réaction? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle doit faire ce qu'on fait avec ses amis, avec ses alliés, c'est-à-dire discuter, c'est-à-dire échanger, c'est-à-dire apporter notre expérience et nos connaissances, comme l'a fait l'Amérique et comme l'a fait la France, en fournissant depuis plusieurs jours des renseignements. Si les Israéliens se sont préparés à cette attaque de cette nuit, c'est parce que tous les services occidentaux ont donné l'alerte. Et principalement américains, en effet. Oui, pas seulement. Mais essentiellement américains, mais également les services britanniques et français. Donc ça... La France, qui par la voix évidemment d'Emmanuel Macron ce matin, dit travailler à la désescalade avec ses partenaires et appelle à la retenue, l'essence des déclarations aussi de Joe Biden et de la Maison-Blanche, qui appellent là aussi à être prudents dans la réaction. C'est un peu le sentiment général. Les Israéliens
Israël est un pays démocratique. C'est un pays dont les généraux font la guerre sans l'aimer, dont les officiers n'ont qu'une idée quand ils sont contraints à la guerre, c'est de revenir à leur labour ou à leur jardin ou à leur start-up le plus vite possible. Ils n'ont pas besoin qu'on les invite à la retenue. La culture de la retenue et la culture de la non-escalade, elle est dans l'ADN de l'armée israélienne. Maintenant, si la retenue, ça veut dire ne rien faire et attendre la prochaine frappe iranienne qui, cette fois-ci, sera dotée de têtes nucléaires, je vous le répète, on est à un cheveu de l'enrichissement de l'uranium nécessaire pour faire des armes nucléaires. Et une fois que l'enrichissement est à ce point-là, il faut quelques mois pour équiper les missiles de têtes nucléaires. Et on y reviendra notamment, on ira à Téhéran en deuxième partie d'émission. Juste, Ruth, sur le sujet de la retenue. Les critiques étaient nombreuses aussi, notamment du côté américain, sur ce qu'il se passait à Gaza. Donc, c'est dans ce contexte-là aussi que ces appels à la retenue sont faits, parce que les critiques de Joe Biden à l'égard de Benjamin Netanyahou étaient très nombreuses ces dernières semaines. Ces critiques étaient injustes. Quand j'entendais Joe Biden sommer Israël de laisser passer l'aide humanitaire, l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, elle passe depuis la fin octobre. Depuis le 27 octobre, vous avez des dizaines, des centaines et aujourd'hui 500 camions d'aide alimentaire. Avec très peu de camions dans les premières semaines. Le rythme normal d'avant le 7 octobre, c'est 500 camions à peu près. On y arrive, là. On était à quelques dizaines de camions. Le rythme normal, c'est 500 camions qui passaient les checkpoints, pas d'aide alimentaire. 500 camions de tout, y compris de ciment, de matériaux de construction. Il y avait 500 camions qui commerçaient, en effet. Aujourd'hui, vous avez, dès le 27 octobre, vous aviez 100 camions d'aide alimentaire qui passaient. C'était pas nul. Et sans avoir besoin pour autant de se faire admonester par les alliés. Donc, les critiques dont vous parlez, elles sont toujours les bienvenues, mais elles étaient souvent injustes. Voilà, les critiques de Biden sur l'aide alimentaire, les critiques sur la disproportion. Moi, je suis de ceux qui pensaient que ces critiques étaient injustes. Les critiques visaient aussi le nombre de victimes palestiniennes. Que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Plus de 30 000 selon, en effet, le Hamas, mais ce sont les chiffres du Hamas. Mais... Personne ne connaît les chiffres. Et deux, même le Hamas les a révisés à la baisse d'ailleurs récemment. Et troisièmement, même le Hamas ne distingue pas entre les combattants, qui dans une guerre sont des cibles hélas légitimes, et les civils. Donc voilà, on ne sait pas les chiffres. On saura un jour. Ruth, sur l'avenir politique aussi de Benjamin Netanyahou. Non, mais là, je voudrais juste revenir sur une chose qui est peut-être en train de monter un tout petit peu... par certaines voix, très marginales, mais quand même, quelle réponse vous leur donnez ? Certains disent, mais en fait, c'est Israël qui a attaqué ce fameux consulat à Damas, et donc, d'une certaine façon, le 1er avril, et donc, c'est d'une façon ou d'une autre, est responsable de ce qui s'est passé. Alors, le moins qu'on puisse dire, puisque tout le monde nous saoule avec cette histoire d'escalade, vous avez d'un côté, si vraiment les deux sont liés, vous avez d'un côté une attaque contre un centre de commandement, parce que la fameuse annexe du consulat à Damas, c'était un centre de coordination entre les forces Hezbollah, forces du Hamas et forces des gardiens de la Révolution. Et en échange de ça, en riposte à ça, vous saturez le ciel israélien, vous bombardez tout un pays avec des centaines de drones. Honnêtement, la riposte, on ne peut pas dire qu'elle soit proportionnée, et on ne peut pas dire que les Iraniens aient été dans la retenue. Voilà. Donc, je crois que cet argument était incroyablement fallacieux. Et je crois surtout, Ruth El-Krieff, que si on change un tout petit peu de focale, en vérité, on assiste à une séquence menée par, en effet, la force belligérante de cette affaire qui est l'Iran, qui depuis le début jusqu'à aujourd'hui tente de mener le jeu. Elle a lancé le Hamas, les hordes du Hamas à l'assaut d'Israël. Elle a lancé le Hezbollah qui tout de même, vous étiez là, moi aussi, dès le 10-11 octobre, les premières roquettes du Hezbollah commençaient à être tirées sur le nord du pays. Continue à l'être. Pardon ? Et continue à l'être quotidiennement. Et continue à l'être, mais l'ont été tout de suite. Et puis, l'épisode de cette nuit. Donc, on est dans une séquence historique qui a commencé il y a 6 mois et dont l'initiative revient à un grand pays, l'Iran,
avec une vraie volonté impériale. Regardez ce qui est arrivé aux Kurdes il y a quelques années, regardez ce qui est arrivé au Liban qui est en état de suggestion, regardez toute la région. Et en Irak. Regardez l'Irak, les milices pro-iraniennes y ont pouvoir absolu. Souvenez-vous de la bataille de Kirkouk autrefois contre les Kurdes irakiens, et ainsi de suite. Donc vous avez une puissance impériale avec des ambitions encore plus impériales qui s'appelle l'Iran et qui a décidé d'annihiler l'État d'Israël, qui a décidé de l'effacer de la carte. Entre autres buts impérieux, il n'y a pas que ça. Il y a effacer les Kurdes, il y a réduire dans un état de servitude leurs femmes, leurs filles et leurs mères. Voilà, c'est ça le régime iranien. Donc cette séquence, elle est à voir dans sa continuité depuis le 7 octobre jusqu'à ce matin. Bernard-Henri Lévy, on évoquait notamment la réaction française et celle du président Emmanuel Macron. Il est souvent décrit comme celui qui décrypte le Proche-Orient au président de la République. Nous sommes en direct avec Ofer Braunstein, chargé de mission par le président de la République pour le rapprochement israélo-palestinien. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. On sait, et on en parlait à l'instant, que la Jordanie, les Émirats arabes unis aussi, l'Arabie saoudite, ont aidé à repousser ces attaques iraniennes. Comment lisez-vous ce midi cette alliance? Peut-elle finalement prospérer dans le temps? Oui, je pense qu'on se trouve devant une étape historique du Proche-Orient. L'ordre régional du Moyen-Orient a changé depuis, a changé depuis hier soir. Le Moyen-Orient ne sera plus ce qu'il a été depuis hier soir. Vous savez, j'étais en Israël en 1991, quand il y a eu une coalition internationale contre l'agression irakienne au Koweït. Et on nous a demandé à nous, les Israéliens, moi et ma famille, on s'est baladé pendant 1 mois et demi avec des masques à gaz, étant persuadés que les Irakiens avaient des armes chimiques et qu'elles allaient toucher Israël. Et nous avons été mis à l'écart de l'alliance internationale contre l'Irak, prétendant que si Israël faisait partie de cette alliance-là, ça allait refroidir certains pays arabes qui en faisaient partie. Aujourd'hui, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Pas seulement Israël ne fait partie de cette alliance, de cette coalition, mais Israël est le leader de cette coalition. Voir les Saoudiens aider Israël de la façon dont ils le font ces derniers jours, discrète, mais ils la font, voir des avions jordaniens sur l'espace aérien irakien et jordanien, et détruire des missiles iraniens hier soir, c'est du jamais vu. Donc moi je suis ravi de cette nouvelle coalition moyen-orientale qui se crée contre l'Iran et contre le régime iranien. Il est évident que ce qui se passe depuis hier, tout d'abord, nous en sommes qu'au début. On parle de la réaction israélienne, je pense qu'il faut, je suis ravi d'ailleurs qu'Israël le fait, il faut, heureusement que les dégâts, que la plupart des missiles, les centaines de missiles qui ont été envoyés hier, ont été la plupart d'entre eux interceptés, que les dégâts sont minimes. Malheureusement, une jeune fille de 7 ans, une bédouine de 7 ans du sud d'Israël dans le Negev a été gravement blessée. Mais relativement, les dégâts sont limités. 99% au Fer Braunstein ont été déjoués selon l'armée israélienne. Juste, je vous pose la question, j'anticipe un peu la réponse. On vous décrit comme parlant régulièrement au président français. Avez-vous échangé sur ce qui s'est passé hier soir avec Emmanuel Macron? Et quel rôle aujourd'hui peut jouer la France dans ce qui est en train de se passer? Oui, j'ai échangé avec le président hier. La position du président, il l'a exprimée il y a encore quelques jours lorsqu'il a rencontré le président de la Knesset, M. Khazan, était très clair. Si Israël est attaqué, la France sera aux côtés d'Israël. Israël a été attaqué hier, et je ne rentrerai pas dans les détails, à vous d'aller interviewer qui vous l'entendez. Israël a été activement impliqué dans ce qui s'est passé hier. Et les détails, vous les aurez, je suppose, dans les jours prochains. Donc tant que qu'Israël sera en danger, agressé, la France sera aux côtés d'Israël. La France, qui est un ami d'Israël, elle n'a pas besoin de le prouver, mais encore une fois, hier, elle a démontré d'une façon très efficace, la France aux comme côtés les États-Unis. Mais qui appelle quand même à la retenue au Fer Braunstein. Justement, j'en venais. Il n'est pas possible qu'on se mette bien en tête, avec tous les discours sympathiques de M. Henri Lévy, il n'est pas possible d'Israël
de faire face à l'Iran, de faire face à des forces régionales, étatiques, très puissantes, sans les États-Unis. Qu'on arrête de se leurrer. Sans l'aide américaine très active hier soir, sans les informations que les Américains ont mis à la disposition des Israéliens ces derniers jours, et ce qui s'est passé hier, et l'interception des centaines de missiles par les Israéliens et par les forces de la coalition, n'aurait pas été possible. Israël ne peut pas ne pas écouter les Américains. Israël ne peut pas ne pas écouter ses alliés. Elle a été heureusement très légèrement blessée hier. Elle doit faire de la retenue, bien réfléchir à la riposte qu'elle aura, parce qu'elle a des alliés très importants qu'il faut garder, qu'il faut protéger et entretenir cette belle coalition qui a été créée hier. Merci Ofer Brandstein, merci beaucoup d'avoir réagi sur LCI. On parle évidemment d'Israël attaqué par l'Iran, par des centaines de drones la nuit dernière, notamment au-dessus de Jérusalem et de Tel Aviv, avec des scènes de liesse en Iran, dans les rues de Téhéran contre l'État hébreu. Le Quai d'Orsay qui, à l'instant, aussi demande aux Français qui se trouvent en Iran de quitter immédiatement le pays. Vaste opération de propagande quand on voit ces images aujourd'hui de ces drapeaux israéliens brûlés et ces Iraniens contents. On en parlait en début d'émission. C'est aussi un pays extrêmement divisé. Et ça, vous le savez parfaitement. Moi, je pense que c'est en effet propagande, parce qu'on ne parle pas de l'autre partie du pays, dont il n'est pas exclu qu'elle soit majoritaire, qui n'ose pas sortir dans les rues aujourd'hui, mais qui souhaite, qui prie pour la chute du régime des Mollahs, qui prie pour que ce soit qu'on assiste à une ruse bénie de l'histoire qui en finisse avec ce régime de vieux corrompus et cruels que sont les ayatollahs. Je ne crois pas que ces manifestations que vous venez de montrer, je ne crois pas qu'elles expriment la vérité de l'Iran. Et d'ailleurs, je vous signale que dans les derniers jours qui ont précédé cette attaque de cette nuit, hier, avant-hier, la police des mœurs a repris du service dans les rues des villes iraniennes, a recommencé de taper les femmes qui portaient le rouge à lèvres de travers, a recommencé de brutaliser les femmes qui ne portaient pas leur chador comme il fallait, et a recommencé les emprisonnements. Donc le régime s'est durci. Est-ce que ces manifestations expriment la vérité ? J'en doute beaucoup. Grande prudence, en effet, Grégory. Rappelons qu'on est 1 an et demi après la mort de la jeune Mahsa Amini et qu'on a vu ces manifestations monstres, pas seulement à Téhéran d'ailleurs, dans la plupart des grandes villes du pays, et que cette révolte continue de gronder, bien que extrêmement réprimée. Mais est-ce que ce sont les plus durs du régime qui, en Iran, ont décrété cette opération, et est-ce que ce sont eux, les ultra-conservateurs, qui sont à la manœuvre dans l'affrontement avec Israël? Est-ce qu'ils ont pris la main? Écoutez, les plus durs du régime, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça me rappelle autrefois, du temps de l'Union soviétique, il y avait des analyses subtiles, les kremlinologues, on appelait ça, qui disaient l'aile dure, l'aile moins dure, etc., et qui perdaient un temps fou. Moi, je crois que le régime des ayatollahs, le régime de la République islamique d'Iran, il est tout entier, gangréné par le fanatisme, gangréné par le fascislamisme, gangréné par la haine des femmes et par la haine de la démocratie. Je ne crois pas à cette histoire de lutte de tendance. L'époque des réformateurs, Ratami, etc. Ça, je crois vraiment. En tout cas, aujourd'hui, il y a eu des velléités, en effet, réformatrices. Mais je crois qu'aujourd'hui, le régime a été mis au pas et marche au pas de loi derrière son guide suprême et son président. Il me semble qu'il faut se garder de cette grille d'analyse qui fait perdre un temps fou au réflexe. Voilà. Quand on est face à ça, à ces femmes harcelées et assassinées, quand on est face à ça, c'est-à-dire cette pluie de missiles qui tombe sur un pays à 2000 km, on ne s'embarrasse pas d'analyse trop subtile. Il y a un régime qui est un régime assassin et il faut qu'il tombe. Il faut que l'Iran renaisse, bien sûr. L'Iran, immense pays, immense culture, peuple magnifique, et il faut que ce pays renaisse. Mais pour qu'il renaisse, il faut
il faut qu'il se débarrasse, ce pays-là, de cette clique. Après les attaques de cette nuit, Bernard-Henri Lévy, le président iranien menace encore ce matin d'une réaction plus forte. Partons d'ailleurs tout de suite à Téhéran, rejoindre notre envoyé spécial correspondant à RFI à Téhéran, Siavash Ghazi. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. On parlait de ces scènes de liesse, pure propagande selon vous. Quel est le sentiment de la population et des gens que vous avez pu rencontrer depuis plusieurs heures, depuis ces attaques? Alors les sentiments sont partagés. Effectivement, hier soir, dans la nuit après le début des attaques, il y a eu des gens qui sont descendus dans la rue pour exprimer leur joie et crier victoire. Mais cela n'empêche pas une grande inquiétude si jamais, par exemple, Israël et surtout les États-Unis décident de riposter et d'attaquer l'Iran et les dirigeants iraniens, comme cela a été dit par le président iranien, mais aussi par les commandants des forces armées iraniennes qui ont mis en garde à la fois Israël et les États-Unis. Si jamais, par exemple, l'État hébreu décide de riposter, il y aura une réponse encore plus dure de l'Iran contre Israël, et de même, les États-Unis pourraient s'attendre à une attaque contre les bases américaines dans la région, en Syrie ou en Irak, si jamais les États-Unis décidaient de s'engager aux côtés d'Israël donc pour attaquer l'Iran. Pour l'instant, les choses semblent se calmer en Iran, puisque c'est un peu le thermomètre. La valeur de la monnaie iranienne n'a pas chuté après les attaques de la nuit dernière, puisque la valeur du riel iranien est restée stable par rapport au dollar et à l'euro, si on le compare donc à hier ou à avant-hier. Siavash Ghazi, merci beaucoup pour toutes ces précisions depuis Téhéran. Rappelons aussi que les ambassadeurs français, allemands et britanniques sont rappelés par le président iranien, rappelés à rentrer à Téhéran. Voilà ce que l'on apprend ce matin. Évoquant aussi qui sont aujourd'hui les alliés de l'Iran avec vous, Ruth El-Krief. Oui, effectivement, les drones iraniens qui ont été lancés sur Israël sont les mêmes que ceux qui ont été lancés sur l'Ukraine. Et qui sont lancés encore il y a 2 ou 3 nuits sur Kiev. Oui, c'est ça, sur Kiev. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire de ce paysage géopolitique concrètement par exemple, la Russie appelle à une forme de retenue, en tout cas le ministère des Affaires étrangères, mais est-ce qu'on a en face de nous un axe constitué, organisé, ou est-ce qu'on peut penser que l'Iran a joué un peu perso hier soir? Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment pas. Perso, sûrement pas. Axe, évidemment, oui. Moi, c'est ce que j'essaie de démontrer depuis des quelques années maintenant. Vous avez pas l'histoire de Sud global et tout ça, c'est des faux concepts. Vous avez un axe, Iran, Russie, nostalgique du califat sunnite, Turquie, plus en arrière de la main, mais quand même dans cet axe, et Chine, en bas aussi en arrière un peu de la main. En arrière de la main, mais c'est la Chine qui nourrit le régime iranien financièrement, c'est la Chine qui permet au régime de Poutine de survivre, et vous avez là un axe de fer qui s'est constitué ces dernières années et dont les cibles sont les Kurdes, Israël, l'Ukraine, derrière le mode de société qu'incarne l'Union européenne et les États-Unis. On est dans une vraie guerre mondialisée. Et c'est ni l'affrontement Est-Ouest des années 70 et 80, ni l'affrontement Nord-Sud dont on nous parle. C'est plus compliqué que ça. C'est une alliance d'anciens empires qui visent à le redevenir tous. La Turquie veut renouer avec son passé ottoman, la Chine veut renouer avec son passé impérial, les ayatollahs veulent renouer avec le passé impérial perse dont ils sont atrocement indignes, les califes sunnites veulent renouer avec la splendeur des Omeyyades, et la Russie veut renouer avec ce qu'elle croit être la grandeur russe. Donc vous avez là une alliance de ces 5 anciens empires qui veulent redevenir des empires et qui s'attaquent méthodiquement à tout ce qui représente et à tout ce qui se réclame, y compris dans leur zone dite d'influence, de la démocratie. C'est ça l'histoire d'aujourd'hui. Donc évidemment que l'Iran n'est pas seul. On sait aujourd'hui, ça je l'ai démontré, je l'ai rappelé, je l'ai documenté, que l'attentat du 7 octobre a été précédé
est suivi par des réceptions à Moscou avec tapis rouge et honneur des chefs du Hamas. Les chefs du Hamas ont été reçus à Moscou avant le 7 octobre, ont été reçus à Moscou après le 7 octobre. La Chine a refusé de qualifier de terroristes ou les pogromistes du 7 octobre. Erdogan, soi-disant, enfin non, effectivement, membre de l'OTAN, s'est réjoui dès le 8 octobre de l'invasion d'Israël. En ce moment même, à l'heure où nous parlons, il y a une flottille de bateaux prétendument humanitaire qui part de Turquie pour tenter, entre guillemets, de violer, de forcer le blocus de Gaza. Donc vous avez cette grande alliance-là, en effet. Et face à ça, vous avez aujourd'hui ce tout petit Israël dont je me réjouis de voir qu'il n'est plus seul. En effet, là, quelle merveille, c'est la plus belle pour un amoureux. Pour quelqu'un qui aime Israël et qui aime la démocratie, c'est en effet dans les ténèbres où nous sommes, c'est une bonne nouvelle. Vladimir Poutine qui n'a pas réagi suite à cette attaque iranienne, mais le ministère russe des Affaires étrangères qui appelle ce matin à la retenue après ces frappes iraniennes. Grégory. Et donc face à l'alliance que vous décrivez, il y a cette confiance renouvelée depuis quelques heures entre les États-Unis et Israël cette solitude israélienne que vous avez décrite dans votre ouvrage qui est brisée malheureusement par les événements et le soutien américain. Est-ce que, évidemment, aux États-Unis, il y a la présidentielle dans 7 mois maintenant, en novembre, est-ce que cette alliance va tenir jusque-là et que se passera-t-il si Trump arrive au pouvoir ? D'abord, cette alliance, elle est magnifique. Et je trouve le président Biden, tous ces derniers jours, magnifique. Quand le Dante d'il y a 3 jours aux Iraniens, ce mot-là, Dante, ne faites pas, était magnifique. C'est le même mot, je vous signale d'ailleurs, qu'il avait répété 2 fois, qu'il avait adressé à Poutine il y a quelques semaines quand il avait menacé l'Ukraine d'une frappe nucléaire tactique. Dante, Dante. Ce vieux président Biden, dont tout le monde moque l'âge et les absences, se conduit de manière admirable. Ça, et quel que soit le prix électoral à payer. Je n'ai pas l'impression que ça fasse partie de son équation mentale. Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est moi ce que je vois. Après, si Trump venait à entrer à la Maison-Blanche, mais vous savez, c'est pas fait. C'est pas gagné. Les derniers sondages voient une remontée de Biden. Il accuse dans la nuit d'ailleurs Biden de grande faiblesse des États-Unis, en disant qu'avec lui, ça ne se serait pas passé. Oui, mais observez, c'est plus tout à fait le Trump d'il y a 8 ans. Ça n'a pas tout à fait le même écho. Les choses sont peut-être en train de tourner aux États-Unis aussi. Parce que c'est vrai, pour répondre à votre question, si Trump revenait à la Maison-Blanche, en effet, ça voudrait dire l'ami de Poutine, l'admirateur de Poutine, l'homme qui trouve que Kim Jong-un est un vrai homme avec lequel on peut parler, et ainsi de suite, qui arriverait au pouvoir, ce serait une catastrophe, bien sûr. Donc, pour l'instant, nous avons une Amérique qui renoue avec le meilleur d'elle-même, quoi. Voilà, il y a des moments où l'Amérique est grande. Elle est grande quand elle vient sauver l'Europe du suicide. Elle est grande quand elle vient libérer l'Europe de l'Est kidnappée. Et elle est grande quand elle dit à Poutine et quand elle dit aux ayatollahs « ne faites pas ». C'est elle qui s'est réveillée. Ah oui, mais ils ont fait. Mais c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce que vous sembliez dire peut-être tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle vous verrez que l'Amérique ne lâchera pas Israël dans la phase suivante. Parce qu'Israël va riposter, Israël doit riposter, Israël doit faire en sorte que ça ne se reproduise pas avec cette fois-ci des ogives nucléaires, et vous verrez que l'Amérique sera derrière Israël. Et vous verrez que les avions ravitailleurs américains, parce qu'il faut des avions ravitailleurs américains pour arriver jusqu'en Iran, pour que les chasseurs israéliens, vous verrez qu'ils seront au rendez-vous. J'en prends le pari ce soir, ce midi. Notre édition spéciale se poursuit, et justement, Israël doit riposter, ce sont vos mots, Israël va riposter. Nous sommes avec Avi Pasner, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Est-ce que vous partagez l'analyse de Bernard-Henri Lévy ? Israël va riposter. Est-ce que c'est aussi votre conviction ? Je suis plein d'admiration pour l'analyse de Bernard-Henri Lévy. Il a mis le doigt exactement sur tous les points. Et Israël se doit de riposter. C'est-à-dire, on ne doit pas riposter avec nos tripes, on doit riposter avec notre tête, c'est-à-dire la riposte
ne doit pas être immédiate, je crois, ne peut pas être immédiate, mais elle va venir, ça c'est certain, car si elle ne vient pas, malgré le grand succès défensif que nous avons eu cette nuit, quand nous avons abattu 99% des missiles balistiques, des missiles de croisière, des drones qui ont été lancés contre nous, 400 ou 500, nous en avons abattu 99%. Malgré cela, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'Israël riposte. Une telle agression contre Israël ne peut rester impunie. Nous sommes dans une région où nos adversaires, nos ennemis, comme le Hezbollah, comme le Hamas, nous étudient très attentivement. Et s'il n'y a pas... Pardon ? Avi Pazner, je vous coupe. Ruth El-Kriaf a une question sur vos propos. Vous dites qu'il faut une riposte, et c'est très logique et audible. De quelle façon est-ce qu'elle peut être suffisamment dissuasive pour l'Iran, démonstrative pour le reste du monde, et en même temps pour ne pas perdre cette alliance, cette coalition internationale qui s'est exprimée, qui s'est illustrée hier soir? Madame El-Kriaf, c'est à cause de cela que je dis qu'il ne faut pas répondre immédiatement comme on en a beaucoup envie. Il faut penser, et il faut le penser avec nos alliés américains, aussi, je peux dire même avec nos alliés britanniques qui ont pris part cette nuit à l'opération, et certains pays arabes dont je ne veux pas mentionner le nom pour ne pas les embarrasser, qui ont aidé cette nuit à descendre des drones et des missiles iraniens. Il faut bien le penser. Vous parlez évidemment de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite. Vous parlez de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite, des Émirats. C'est vous qui le dites, madame. Mais ça veut dire qu'il faut se concerter, il faut que le gouvernement israélien se concerte avec tous ces pays pour que la riposte soit organisée et acceptable. Et dans le cadre de cette coalition, c'est possible ? Peut-être pas avec tous ces pays, mais certainement avec les États-Unis. Et Bernard-Henri Lévy a souligné sa joie de voir les États-Unis et Israël, encore une fois, réunis en une alliance étroite. Et je crois que Biden et Netanyahou doivent se parler à ce sujet, doivent se comprendre à ce sujet, parce que là, il y a des intérêts communs qu'il ne faut pas ébranler, et il y a aussi des dangers communs qu'il ne faut pas allumer, mettons. Il faut que notre riposte soit dure et efficace, mais qu'elle ne déborde pas sur une guerre régionale. Avi Pazner. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce midi. Ces propos, donc Bernard-Henri Lévy. Et on évoquait ensemble un peu plus tôt dans cette émission la menace nucléaire, cette menace existentielle. La République islamique disposerait, vous en parliez, d'assez d'uranium enrichi pour produire 4 bombes atomiques si elle le voulait, selon les spécialistes. Grégory, sur ce sujet. Oui, et Avi Pazner parlait de danger commun. Et là, c'est bien ça. Si l'Iran, demain, après-demain ou dans un mois, est doté de l'arme nucléaire, c'est un danger qui menace pas seulement Israël, mais l'ensemble de la planète. Est-ce que, à la faveur de ce qui s'est passé, Israël devrait en profiter pour mener des opérations contre les sites nucléaires en Iran, ou est-ce que c'est trop dangereux de s'attaquer à ça ? D'abord, avant d'aller à l'ensemble de la planète, l'Iran menace, au-delà d'Israël, les pays arabes. N'oubliez pas, il y a une guerre à mort contre Israël, projet d'annihilation, mais il y a une guerre à mort contre les pays arabes sunnites. Guerre à mort contre l'Arabie Saoudite. L'Iran prétend, rêve de contrôler les lieux saints. Guerre à mort et volonté de détrôner le roi de Jordanie. Guerre à mort contre la plupart des pays arabes modérés. Donc guerre à mort avec peut-être demain une arme nucléaire. Donc qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça ? Eh bien, on fait tout pour empêcher l'arme nucléaire, monsieur. Vous savez, on revient, on relit, là, dans la prochaine nuit d'insomnie, on jette un œil sur la littérature qui a été publiée dans les années 50 après Hiroshima. On se remet en mémoire l'horreur qu'est l'arme atomique, l'horreur qu'elle peut être quand elle tombe dans des mains de fous.
Il y a toute une philosophie sur le savant atomiste ou le chef d'État atomiste fou. C'est quelque chose qui donne le vertige et il faut l'empêcher à tout prix. Mais vous le disiez tout à l'heure, ils sont à cela. Ils sont à cela. Oui. Alors, il y a malheureusement déjà 2 cas. Vous avez Poutine qui a l'arme atomique et qui passe son temps, comme vous le savez depuis 2 ans, à brandir sa clé nucléaire prétendue, d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit maître de déclenchement, comme un hochet. Et puis vous avez le Pakistan et vous avez la Corée du Nord. Vous avez déjà 3 États voyous, 3 États gangsters qui ont l'arme atomique. Il faut tout faire pour qu'il n'y en ait pas un 4e. Il faut tout faire pour que l'Iran ne rejoigne pas le club des pays fanatiques, des pays animés par le viva la muerte, dotés de l'arme atomique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je ne sais pas comment les Israéliens et les Américains et les Français feront, mais c'est ça l'enjeu. Et les sites sont des dizaines de mètres sous terre, au pied de telle ou telle montagne, on ne va pas donner les détails ici. Ben, il faut d'une manière ou d'une autre les désactiver. Il y a d'ailleurs beaucoup de manières. Les Israéliens l'ont déjà fait il y a quelques années. Ils ont déjà désactivé à distance à travers des et les opérations technologies récentes leur permettent aussi de pouvoir l'effectuer. Voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est pas d'aller frapper évidemment les villes iraniennes. C'est cette force nucléaire naissante. Je crois que le monde, la région, le monde arabe, Israël, le monde en général ne peut pas se permettre de la voir se concrétiser. Bernard-Henri Lévy, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, on ne peut pas la terminer sans avoir une pensée évidemment pour les otages qui se trouvent toujours dans la bande de Gaza et des conséquences de ce qui s'est passé hier soir sur un projet de trêve que le Hamas a refusé il y a moins de 24 heures route. Oui, hier soir, la réponse a été donnée par le Hamas qui était un non à la proposition américano-égyptienne et israélienne formulée au Caire. Donc pour le moment, pas de nouvelles des otages et une situation bloquée à Gaza. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Est-ce que les Israéliens doivent avancer, doivent donner plus d'aide alimentaire, doivent jouer un autre rôle dans la région et notamment à Gaza, ou est-ce que ce retrait qui a commencé à Khan Younes et à d'autres endroits doit se poursuivre de la même façon? Ruth Elkrief, le Hamas dit non à tout. Le Hamas dit non à la paix. Le Hamas dit non à la solution des 2 États, le Hamas dit non à l'aide humanitaire et le Hamas dit non à un cessez-le-feu permettant de libérer les otages. C'est non chaque fois. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait. Israël et d'ailleurs les pays autres qu'Israël qui ont aussi des otages sont confrontés à une situation presque insoluble. Comment on fait pour libérer des otages dans des conditions pareilles, c'est-à-dire face à une armée qui les considère comme une monnaie d'échange, et quand ce n'est pas pire, quand ce n'est pas des objets de torture ou des boucliers humains aussi. Des objets de torture, des objets de sévices sexuels quand ce sont des femmes, et des boucliers humains. Boucliers humains, y compris les otages que sont leur propre population. Qu'est-ce qu'on fait pour libérer ces otages? C'est une quadrature du cercle épouvantable. Et moi, je connais suffisamment Israël et les commandants de l'armée israélienne pour savoir qu'ils ont vraiment les 2 objectifs. Casser le Hamas, évidemment, et libérer les otages. Mais qui va considérablement se compliquer forcément avec ce que incroyablement compliqué. C'est la guerre asymétrique la plus complexe qu'on ait vue depuis des années et des années. Bernard-Henri Lévy, merci infiniment d'avoir été avec nous ce dimanche.